Bonjour, bonjour à tous. Je voulais d'abord remercier la librairie Torquatis de me recevoir aujourd'hui. Voilà, parce que je m'installe nouvellement dans la région. Et je remercie aussi Jérôme Évariste Terrier qui a eu l'idée de cette rencontre et qui malheureusement ne peut être là aujourd'hui, qui a un petit souci personnel. Donc c'est sa collègue Soraya Guéma-Guéma. Voilà, Soraya Guéma-Guéma qui va reprendre et discuter. Je vais lui laisser d'abord la parole pour ouvrir, voilà. Puis après, nous allons parler à peu près, je sais pas, peut-être 45 minutes, et après laisser ouvert pour la discussion, les questions, voilà, sur ce sujet grave. Ça va au niveau du son? Est-ce que ça va au niveau du son? C'est juste, j'ai pas une voix très forte, je vais essayer de... Oui, oui. Il n'y a pas de micro. Il n'y a pas de micro. Voilà. Soraya. Oui. Donc je vais reprendre le travail qui a été préparé par Jérôme Évariste Terrier, donc sur cette œuvre et ce livre sur l'inceste fraternel. Il tenait à remercier également la librairie Torquatis pour son accueil et pour son engagement à faire entendre un propos aussi nécessaire que celui que nous allons aborder ce matin. Permettre qu'une parole circule sur le thème de l'inceste fraternel, c'est déjà contribuer à briser l'un des plus puissants silences de notre culture. C'est aussi reconnaître que certains savoirs, en particulier ceux issus de la psychanalyse, peuvent éclairer les zones les plus obscures de l'expérience humaine, à condition qu'on leur donne un espace d'élaboration, de transmission et de confrontation. On remercie également Monique Lauré d'être parmi nous. Alors Monique, vous êtes psychanalyste, psychiatre, auteur de nombreux travaux, président de l'association Psycha 31 à Toulouse, membre de la Société freudienne de psychanalyse et de la Fondation européenne pour la psychanalyse. Vous avez dirigé cet ouvrage collectif, L'inceste fraternel, publié cette année, en 2025, aux éditions ERES, à la suite d'un colloque qui a été organisé à Toulouse en 2023. Ce livre est un événement, parce qu'il vient combler un vide, un angle mort, celui d'un inceste qui dérange encore davantage que les autres, l'inceste entre frères et sœurs. Alors la littérature psychanalytique sur ce sujet est étonnamment rare. Ce manque interroge, et vous l'interrogez dans cet ouvrage. Et alors, comment expliquer ce manque qui n'est pas uniquement lié à des raisons théoriques? Il révèle un refoulement collectif, une difficulté à penser l'innommable. Ce livre nous confronte à cette difficulté, et c'est en cela qu'il est à la fois courageux et fondamental. Alors, quelques chiffres qui permettent de ne plus détourner le regard. Selon une enquête Ipsos de novembre 2020, une personne sur 10 en France a subi des violences sexuelles durant l'enfance et dans 80% des cas, ces violences ont été commises dans le cercle familial. La Civise, en 2023, confirme et affine ces données. Et si l'on parle ici de l'inceste en général, que sait-on réellement de l'inceste fraternel? Bien souvent, il est encore masqué par des termes trompeurs, jeu sexuel, curiosité partagée, exploration, qui relèvent de la rhétorique des incesteurs et sont parfois involontairement repris dans les institutions et les pratiques cliniques elles-mêmes. Ce livre nous permet de remettre à l'épreuve plusieurs fondements de notre pensée psychanalytique. Il nous rappelle que Freud, s'il a abandonné la neurotica au profit de la théorie des fantasmes originaires, n'a jamais cessé de questionner l'articulation entre réalité psychique et réalité traumatique. Il nous invite ainsi à penser l'inceste non comme une simple opposition entre le fantasme et l'acte, mais comme une dialectique complexe où le trauma réel s'inscrit dans le corps, le langage, la mémoire et parfois dans le silence. Il nous invite aussi à réévaluer la place du complexe fraternel dans la construction subjective. Trop longtemps éclipsé par le complexe d'Oedipe, il constitue pourtant un axe structurant, horizontal, où se joue l'ambivalence, la haine, la rivalité, la fusion, la destruction, mais aussi parfois le soutien et l'amour. Dans les familles incestueuses, ce lien fraternel devient lieu d'effraction.
un espace où l'enfant cesse d'être un sujet pour devenir un objet partiel du corps maternel, pris dans un système d'aliénation et d'emprise. L'inceste, dans ces cas-là, n'est pas seulement un acte, c'est un système transgénérationnel, dont le déni d'un membre est toujours le relais du déni familial. En tant que cliniciens et cliniciennes, nous savons qu'il n'y a pas deux vécus d'inceste qui se ressemblent. Le traumatisme ne se réduit pas à une catégorie juridique ou médicale. Il est une expérience subjective, singulière, parfois inanalysable. Et c'est toute la force de la psychanalyse que de ne jamais réduire la souffrance à des schémas, mais d'accueillir chaque histoire dans son irréductibilité. Ce que propose ce livre, c'est de penser l'inceste fraternel comme un révélateur pour notre discipline, un test en quelque sorte de notre capacité à écouter, à penser, à ne pas céder à l'aveuglement ou au confort théorique. C'est une chance pour la psychanalyse que de pouvoir se confronter à cette question, une chance de déplacer ces catégories, d'ouvrir ces concepts et de continuer à faire œuvre d'élucidation, là où règne encore le silence. Donc c'est de cela que nous allons discuter ce matin avec Monique, de ce que l'inceste fraternel nous oblige à entendre, à penser, à transformer dans notre rapport au traumatisme, au réel, à la parole et à la transmission. Merci à vous d'être là pour cette discussion précieuse. Voilà. Donc peut-être Monique, moi on pourrait commencer par une question. Qu'est-ce qui vous a amené à pousser aussi les auteurs qui ont participé à cet écrit à faire cet ouvrage? Alors, c'est suite à une remarque que je m'étais faite il y a moins de 10 ans à peu près, j'ai remarqué que j'avais beaucoup de situations cliniques d'inceste fraternel dans ma pratique. Voilà. Et je pose la question à un ami psychanalyste aussi, Gérard Pommier, qui est décédé, mais avec qui j'ai changé beaucoup. Je lui dis, je suis surprise, je trouve que j'en ai beaucoup. Qu'est-ce que tu en penses? Il réfléchit, me dit, oui, il y en a pas mal. Et je lui dis, mais pourquoi personne n'en parle? Il me dit, ben, tu as raison. Et c'est là que je me suis dit, il va falloir faire un colloque. Voilà. Et bon, il y a eu toute la période du Covid. Et il y a plus de 20 ans, j'avais publié un livre sur les situations incestueuses dans les cures, quand il y a des passages à l'acte entre les psys et les patients. Voilà. Ouais. Ça, ça a été sorti en 2006. En 2021, j'ai fait 2 colloques sur l'éthique, un sur l'éthique et les questions contemporaines, et un sur l'éthique et les accidents du transfert. Donc ce type de passage à l'acte pour moi incestueux. Et puis après, donc je propose avec les personnes avec lesquelles je travaille, notamment Joseph Rouzel aussi à Montpellier, j'ai dit est-ce que je serais partante pour faire un colloque sur l'inceste fraternel. Il me dit pourquoi le fraternel, on fait l'inceste. J'ai dit non, l'inceste, il y a énormément de travaux là-dessus, il y a pléthore. J'aimerais qu'on aborde cet angle spécifique. Il était assez résistant, je dois dire. Et j'ai tenu bon. Je suis contente d'avoir tenu bon mon intuition et mon désir. Le colloque a été très bien là à Toulouse. C'était en octobre 2023. Et puis, surtout, là, il y a une semaine, le 2 avril, est sorti un film qui s'appelle Cassandre, sur le thème de l'inceste fraternel, voilà, qui raconte l'histoire de la réalisatrice Hélène Merlin, qui a eu le courage d'arriver à en faire un film, que je vous conseille, qui est très sensible, délicat, et qui aborde bien la question traumatique. Et donc je pense que c'est un moment de coïncidence de pensée, quand beaucoup de productions, de créations sortent sur un même thème à un même moment donné, nous sommes dans un moment de coïncidence de pensée, signant l'importance de penser cette question. Voilà. Alors peut-être qu'en allant un peu plus définir cette question de l'inceste fraternel, ça va ouvrir justement les questions. Pourquoi ça devient aujourd'hui un sujet
voilà, de coïncidence de pensée. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur ce qui définit cet inceste fraternel? Oui, l'inceste fraternel, c'est des rapports sexuels entre personnes de même parenté, ça c'est la définition de l'inceste, et entre frères et sœurs dans l'inceste fraternel. Françoise Héritier avait défini 2 types d'inceste. Du premier type, quand les rapports sont entre personnes de sexe différents, et l'inceste du second type, quand ils sont de même sexe. Dans la spécificité de l'inceste fraternel, il y a la prise de pouvoir, je dirais, et de domination d'un aîné sur un plus jeune. Il y a toujours une différence d'âge. Dorothy Ducy a fait un très beau livre qui est très lu sur le berceau des dominations, qui reprend toutes ces questions de l'inceste. Et elle remarquait qu'il n'y avait pas d'inceste chez les jumeaux. Voilà. Donc, oui. Et donc c'est une domination, c'est une prise de pouvoir par une domination érotisée sur le corps d'un plus jeune qui va être instrumentalisé, chosifié et totalement annihilé dans sa dimension d'autre. Voilà. Ça, on le voit bien dans le film. Par rapport justement aux conséquences sur le plan clinique de l'inceste de façon générale, mais aussi l'inceste fraternel, qu'est-ce qu'on peut dire des signes un peu cliniques qui apparaissent? Parce que vous évoquez effectivement à la fois des conséquences sur la structuration du moi, la sexualité et les liens. Vous évoquez des états de déréalisation, de boulimie, de panne identificatoire, de clivage. Au niveau des tableaux cliniques, on peut le retrouver aussi dans d'autres formes de pathologie. Est-ce que vous pouvez en dire davantage par rapport à cet impact de l'inceste fraternel sur la construction du sujet? L'inceste, c'est un crime. Il fait partie des 2 crimes tabous fondamentaux qui fondent l'humanité, qui est l'interdit du meurtre et l'interdit de l'inceste. Donc, c'est une atteinte qui fait une effraction totale sur la personne victime, qui peut avoir plusieurs conséquences. Déjà, l'impact du réel du trauma, qui peut créer un effet de sidération, un effet de clivage. Le film le montre bien, à un moment la personne se décolle de son corps, un effet de clivage. Ça peut créer des fixations, donc à ce moment traumatique, c'est-à-dire une partie du développement du moi va s'arrêter sur ce moment-là, alors que le reste va pouvoir se développer. Et ça peut faire aussi des régressions à des stades de développement antérieurs. Karl Abraham, de l'époque de Freud, disait que le traumatisme allait être traité suivant l'intention de l'inconscient, c'est-à-dire au moment où l'inconscient en est, dans ses constructions fantasmatiques, voilà. Ce qui est le traumatique, c'est quand ça touche l'impact du fantasme. Donc, c'est là que ça fait un grand ravage, parce que le fantasme est agi et peut créer, là, à ce moment-là, des états de déréalisation, de dépersonnalisation, voire peut créer aussi des moments psychotiques. D'accord. Voilà. Le retentissement, le risque aussi est l'enfermement dans une immense solitude des victimes, qui vont rester des années avec leur honte, leur peur d'être rejetées et entacher toute leur relation aux autres. C'est une atteinte dans les droits fondamentaux de tout être humain. C'est-à-dire d'avoir accès à un système de parenté, d'avoir accès au monde des significations et de pouvoir en faire quelque chose. Là, l'enfant victime, il est vrillé dans tout ça.
Florence Guignard, dont j'aime beaucoup les travaux, qui est une dame de 94 ans, qui a beaucoup travaillé sur l'enfant, dit que ça crée des autoclivages narcissiques. Donc, c'est-à-dire tout le regard sur le monde extérieur va être perturbé du fait de ces clivages. D'accord. Voilà. Peut-être avant d'aller plus en avant sur l'attaque que vous évoquez du symbolique, oui. Et des lois du langage et de la parole, est-ce que vous pouvez parce que plusieurs points sont abordés dans ce livre par les différents auteurs, sur la question entre le fantasme et la réalité, où il est un peu mis en critique et en questionnement, surtout chez les psychanalystes, cette idée que le trauma réel est abandonné au profit du fantasme. Tout à fait. Ça, on le voit chez certains psychanalystes qui sont restés... Freud a abandonné la neurotica, c'est-à-dire du trauma du infantile, en privilégiant l'aspect du fantasme. Certains analystes entendent tout comme du côté du fantasme et peuvent avoir des difficultés à entendre ce qui vient du réel du trauma. Cela crée ce que le clénien James Gamil, que j'aimais beaucoup, qui est venu enseigner aussi à Toulouse, nommait une contre-écoute, c'est-à-dire le thérapeute ne peut pas entendre, et une misunderstanding, une impossibilité d'entendre. D'ailleurs, ça me fait associer à un patient d'une dernière séance de jeudi, qui sort tant bien que mal d'une histoire d'inceste fraternel qui a été abusée par le frère. On approche les 10 ans d'analyse. Il avait d'abord suivi un confrère à Paris. Quand il a commencé à raconter, un confrère pour lequel j'ai de l'estime, mais quand il a commencé à raconter son trauma à ce confrère, le confrère lui a dit « Non, ça, ce sont des jeux de touche-pipi ». Donc, quelque part, il lui a fermé la possibilité de parler. Et cet homme a déménagé à Toulouse et le confrère a donné mon nom. Voilà. Et là, on est 10 ans après. Là, il s'en sort douloureusement, mais il s'en sort. Est-ce que cette précipitation vers la banalisation de ce qui est dit est en lien aussi peut-être avec tout ce qui est souligné du côté des familles telles qu'elles sont décrites par les différents intervenants, de ce qu'ils appellent des familles incestueuses, où règne le silence avec sous forme de bonne apparence, des systèmes qui enferment les enfants dans l'impossibilité même de penser leur souffrance. Selon vous, sur quoi repose cette structure familiale spécifique, ce système inceste? Qu'est-ce que ça veut dire? Le système inceste, c'est un système du faire taire, c'est-à-dire faire taire la victime pour que l'aspect familial demeure. Dorothy Ducy, elle dit qu'il y a un ordre social patriarcal, voilà, qui dénie. Il faut que rien ne sorte. Beaucoup de familles sont dysfonctionnelles. Il y a un climat incestueux. Paul-Claude Racamier, dans les années 85, je fais association avec inceste, avait sorti Inceste et incestuel. Il décrit ces familles dans lesquelles il y a un climat incestueux, mais qui n'est pas encore agi. Ça, on le voit très bien dans le film Cassandre. Les parents sont dingues, totalement pervers, et poussent au passage à l'acte des enfants. Le fils est dans un désir incestueux envers la mère, pris dans le fantasme incestueux de la mère, et qui va agir sur la petite sœur. Donc, beaucoup de mères sont inconsciemment criminelles en poussant à l'acte. Le fils est valorisé comme le phallus, et la fille est considérée comme un trou. Dans le film, c'est très très clair. Oui, et puis c'est des situations qui mettent souvent à mal les équipes qui reçoivent des enfants et des familles avec ces problématiques incestueuses. Moi, ça m'évoque une situation clinique il y a quelques années. Très bien. Où j'ai travaillé à la protection judiciaire de la jeunesse. Et effectivement, je me souviens bien de ce jeune qui était donc placé pour des raisons d'abus sexuels sur son petit frère. Et ce qui m'avait marqué, c'est que
l'enfant était placé dans un foyer. C'était très difficile pour la maman d'être séparée de son fils. Il avait une douzaine d'années, 12-13 ans. À tel point qu'elle proposait à l'équipe éducative de prendre une chambre qui était libre au sein du foyer pour pouvoir voir son fils. Alors l'équipe était évidemment indignée, mais on entendait bien le côté aussi inconscient de cette demande. Elle ne repérait absolument pas l'interdit déjà de la loi, parce qu'il était placé par rapport à des faits, et l'inceste, elle ne savait pas ce que ça voulait dire quand on lui évoquait ce terme-là. Et un jour, elle a pu dire que cet enfant, elle avait 5 enfants, le dernier, donc le petit qui avait été incesté par son grand frère, était issu d'un nouveau couple conjugal, un nouveau compagnon, et elle disait que son premier fils, elle avait fait pour elle, que le dernier, elle avait fait pour lui. Où on entendait bien cette question de ce qui se joue pour la mère à ce moment-là, de faire un enfant qui ne va pas être mis au monde pour exister en tant qu'être, mais pour être à elle, pour la combler. Et après apparaissait évidemment dans le climat de vie beaucoup de difficultés, ne serait-ce que dans la vie quotidienne, à fermer les portes, à ne pas dormir ensemble, à supporter quand son enfant s'éloigne un peu loin, de le perdre de vue. Et on retrouvait un peu tout ce système familial qui est décrit par les différents auteurs. C'est toute la dimension incestueuse. Lacan disait que le premier inceste, c'est la mère. Et la question de la jouissance incestueuse d'un enfant comme phallus et bout de soi. Ça pose aussi... L'inceste, c'est une mise en contact de l'identique et qui fait des ravages sur la reconnaissance de la différence. Tout à fait. Et donc de l'accès au monde symbolique. Voilà, ça pose la question de la limite. Cette femme, effectivement, n'a pas la limite. Qu'il faut l'aider à acquérir pour se structurer. C'est la limite et c'est l'interdit qui structure psychiquement. La question de l'inceste, ça concerne tout être humain, puisque dans le développement psychique, il faut renoncer à cette jouissance incestueuse, il faut renoncer à la mère pour pouvoir se construire. Pour les garçons, renoncer à la mère pour pouvoir investir une autre femme, et pour les filles, le chemin est plus long, il faut renoncer à la mère et renoncer au père pour pouvoir investir un homme. Alors ce qui apparaît aussi dans les différents articles de ce livre, c'est que c'est déplacé donc, sur le frère ou la sœur quand il n'y a pas ce renoncement. Et là, on en vient entre le complexe d'Oedipe et le complexe fraternel. Vous avez remis en avant cette idée du complexe fraternel par rapport au complexe d'Oedipe. Est-ce que vous pouvez essayer de nous en dire un peu plus pour voir comment on peut lire justement ces questions théoriques par rapport à l'inceste fraternel? Oui, Freud avait abordé le complexe fraternel en 22, mais en laissant plutôt centré sur la question de l'Oedipe. Lacan l'a repris en 32 en posant le terme de complexe fraternel. Après, ça a été approfondi par Laplanche. René Caès qui a beaucoup travaillé sur l'archaïque, et qui disait que la question du complexe fraternel doit toucher tous les thérapeutes, doit interpeller tous les thérapeutes à travailler sur cette question. Dans ma voix, avec Philosophie, là j'écoute souvent en voiture cette émission. Dans la semaine, là, mardi, il y avait une émission sur l'imitation et le mimétisme, et il refaisait parler René Girard, pour qui, le penseur René Girard, pour qui le problème, il a été assez freudien, mais le problème pour lui, il le centrait plus sur la rivalité fraternelle et sur la haine des frères. Le premier meurtre dans l'histoire de l'humanité, c'est le meurtre d'Abel par Caïn, donc un meurtre fraternel. Caïn franchit les limites. Comme il y a franchissement des limites aussi dans la prise de possession du corps du plus jeune.
par rapport justement à ce meurtre fraternel qu'on retrouve notamment chez Gérard Haddad, je ne sais pas il apparaît dans les... Cette question qui se joue à un niveau horizontal, oui. C'est ce qui est décrit un peu dans un article, et qui vient justement, moi qui travaille avec les adolescents, questionner tout le registre des identifications qui se jouent à cet âge-là sur le plan horizontal, où on n'est plus sur un plan vertical quand il s'agit d'inceste entre père et enfant. Tout à fait. Entre mère et enfant. Tout à fait. Le frère, c'est une place importante. C'est le modèle, ça peut être le modèle identificatoire. La place du frère aussi, c'est le lieu de surgissement imaginaire du désir. Ça me fait associer, moi, dans mon texte, juste avant le colloque, un mois avant, était sorti le livre d'Alexandre Jardin, Frère. Un livre qui est très fort, dans lequel il ose écrire, 30 ans après le suicide du frère qui a abusé de lui, un livre. Et il dit, je lui fais une sépulture de papier. Voilà. Et il raconte bien la dévastation qu'il a subie par ce frère. Il dit quelque chose de très beau. À un moment, il dit c'est le jour où a été suicidée la partie la plus importante de ma sensibilité. Voilà. Et je trouve que dans son livre, on voit bien cette difficulté après pour trouver des modèles identificatoires pour pouvoir se construire. Surtout qu'il avait déjà eu des soucis avec le grand-père qui avait ordonné la rafle du Veldiv. Il avait déjà sorti aussi un précédent livre. Voilà. Dans ce livre, j'ai compris qu'il avait pu avoir... Heureusement qu'il y avait un petit frère, plus sain psychiquement, qui a pu l'aider sur le chemin de la construction de soi. Parce que le frère aide à la construction de soi. Voilà. Oui, on dit que dès qu'arrive un deuxième enfant, quelque chose de l'autre apparaît, au sens de l'altérité pour le premier, pour l'aîné. Et tout à fait. Donc on entend dans ce que vous décrivez de ces mouvements identificatoires quand ils sont mis à mal par l'inceste, qui sont mis en panne. Est-ce que ça nous donne une clé pour comprendre pourquoi ça se répète au niveau transgénérationnel ? Oui, c'est Dorothy Ducy, ça me fait associer à une question précédente là, sur la famille dysfonctionnelle. Dorothy Ducy, elle dit que quand il y a inceste, c'est qu'il a déjà eu lieu chez les ancêtres. Voilà. Donc quelque chose se transmet de génération en génération, du hors la loi psychique, et qui peut être, dont la chaîne peut être cassée par celui qui va faire une analyse et qui crève l'abcès, en fait, qui ouvre l'abcès. Est-ce que ça peut être dans cette difficulté, dans cette difficulté pour le patient, oui. de conscientiser la perversité maternelle? Et oui. Est-ce que c'est épouvantable tout à fait. Et est-ce que vous, dans votre travail clinique, vous passez justement par la généalogie et par le travail sur les ancêtres, sur ce qui a pu se passer avant, pour faire avancer les processus psychiques? Dans le travail de séparation, je le questionne, moi j'ouvre, même chez tous les patients, il y a intérêt à aller voir du côté de ce qui s'est passé quelques générations avant. Lacan disait qu'il faut 2-3 générations pour que surgisse quelque chose dans le réel. Je pense qu'il en faut, quelquefois il y a plus. C'est-à-dire dans le travail de subjectivation et de remémoration et de réhistorisation de son histoire que le patient vient faire dans son analyse, petit à petit, il fait un pas de côté. Il fait un pas de côté qui lui ouvre autre chose et qui peut lui permettre une capacité de pensée critique de son lieu d'origine. Là, c'est joliment filmé dans le film Cassandre, parce que la jeune fille qui a 14 ans, elle va dans un centre équestre qui est sain.
Voilà. Et elle développe une amitié avec une jeune fille et elle fait son pas de côté. Et le film est beau parce qu'à la fin, il y a la force de la pulsion de vie. Elle se sauve de cette folie. Vous pourriez conseiller ce film aux patients? Oui. Oui, parce que justement, il y a la pulsion de vie. Même chez les adolescents. Ouais. Je suis allée le voir à Toulouse mardi. Je me suis dit, j'en parle samedi, il faudrait mieux que je l'ai vu. Il n'y avait pas énormément de monde, mais il n'y avait que des jeunes. Et à la fin du film, il y en avait un bon nombre en pleurs. Voilà. C'est important de venir voir. Ça aide aussi à faire un pas de côté, de voir ce qui se passe. De voir une famille folle, de voir... Oui, c'est vrai que ça soulève la question de l'indifférenciation qui se joue pour ces sujets qui n'ont pas la possibilité de faire la distinction entre ce qui est d'eux et ce qui est de l'autre. Tout à fait. Quand vous reprenez dans cette idée un peu de folie, ou de ce que Ferenczi dit dans La confusion des langues aussi, qui est souvent citée. Tout à fait, oui, et que l'on voit tout à fait dans le film. Parce que dans le film, par moment, elle a une confusion dans la séduction au moniteur de cheval, bien évidemment. Donc il y a un truc qui s'est déplacé. Mais on voit bien la confusion des langues. Oui. Oui. Et là, ça me refait penser au jeune dont je vous parlais tout à l'heure, qui était placé parce qu'il avait abusé sexuellement son petit frère, et qui pouvait dire à quel point, quand il mettait en place des choses, c'est comme s'il était commandé par sa mère. C'est-à-dire qu'il ne voyait pas dans ses actes quelque chose dont il était auteur et sujet. Oui. Il agissait, pour le dire autrement, presque le désir maternel qu'il a interprété du fait que son frère était différent. Oui. Et que cette différence ne pouvait pas être entendue. Il voulait l'annihiler, oui. Oui. Ce qui pose la question de la responsabilité des parents. Voilà. Dans ce qui peut s'agir dans la fratrie. Ça me fait associer à la question juridique. Ça pose le délicat problème du traitement pénal entre deux mineurs. Dans le colloque, j'avais invité un avocat qui travaille sur ces questions et qui nous disait que ça a été classé comme infraction en 2008. Donc c'est assez récent. Et puis il y a eu un flottement au départ. Il y a eu une dizaine de reprises de la loi. En 2010, ils l'ont annulé en disant que c'était trop flou. Voilà. Puis ça a été retravaillé et réintroduit donc en 2016. Et il disait que le problème délicat, c'était de juger entre deux mineurs. Oui, d'ailleurs, à ce propos, il y a la question qui un peu irrite du côté du consentement. Où certains auteurs, je crois que c'est Clotilde Leguine qui parle de cette idée il ne peut pas y avoir de consentement. Non. Et que vous avez repris d'ailleurs plus tôt la question de la domination. Quand on a évoqué qu'il n'y a pas d'inceste chez les jumeaux, il y a cette idée qu'il y a forcément un lien d'emprise et de domination entre le grand et le plus petit. Tout à fait. D'ailleurs, quand j'avais présenté à Toulouse, on avait parlé du texte de Joseph Roussel qui était parti sur l'ouvrage Les Météores de Michel Tournier, dans lequel il raconte une histoire incestueuse entre deux frères, mais là qui sont jumeaux. Voilà. Et Wilfried Gontran, qui me discutait, m'a dit oui, mais c'est une fiction. Et en plus, cet homme était pédophile. Voilà. Donc, la confusion des niveaux, des langues, voilà. Michel. Oui. Non, je sais pas. Ben oui, c'est Wilfried Gontran qui me l'a appris là, quand j'en parlais. Oui. Oui, Yves, oui. Une question très courte. Vous avez parlé d'un avocat qui a parlé de tout ça, et qui a repris le problème juridique que ça a posé. Oui. Et vous avez commencé votre exposé en disant c'est un crime. Oui. Problème. Allons-y. C'est un crime sur le droit fondamental. Non, j'ai compris, mais vous parlez de crime.
je ne crois pas que la législation parle toujours de crime. Hein. Non, parle d'infraction. Il y a l'écart entre ce que vous dites ouais. et la législation. Parce que c'est un crime psychique. C'est un crime sur l'être humain dans toutes ses dimensions, corporelles, psychiques, voire dimensions spirituelles. Juridiquement, ça dépend. Si c'est des attouchements, ce n'est pas puni de la même manière. Tout à fait. Entre la différence entre l'attouchement et le viol. L'attouchement, c'est pas un viol. Bon, pour voilà. viol, il faut pénétration. Oui, tout à fait. Les attouchements, c'est pas considéré. Bon, en tout cas. Tout à fait. Et se poser aussi. Mais est-ce que. Alors, mais la question, je la termine. Est-ce qu'il n'y a pas une différence par rapport à l'âge? Est-ce que vous ne faites pas de différence? Bon, il y a un dysfonctionnement familial, ça me paraît évident. Ça dysfonctionne. Parce qu'un enfant, vous entendez des enfants, les parents, ils les mettent dans la baignoire, une petite sœur de 4 ans et un petit frère de 8 ans. Ça ne va pas. Bon, donc ça, c'est du ressort de la responsabilité des parents. Et est-ce que si, et dans une famille d'histoire, est-ce que s'il y a attouchement, est-ce que psychiquement, voilà, c'est... L'impact. Alors on dépasse la limite, on est d'accord, mais est-ce que ça a le même impact? Ou est-ce que ça dépend des sujets? Ça se vérifie en analyse. Tout à fait. C'est-à-dire il faut peut-être... Non, je dis ça parce que je comprends bien que c'est un crime, etc. Mais quand même, c'est comme le traumatisme, il est singulier. Tout à fait. Parce que sinon, aujourd'hui, tout le monde est traumatisé. Hein. Ah oui. Non, mais voilà, je voulais amener ce petit Tout à fait. Des modulations, oui. quand même, qui me paraissent importantes. Merci. Quand même, hein. Merci, voilà. je vous remercie. Oui, effectivement, j'ai des enfants de même âge qui vont jouer à regarder le sexe, c'est-à-dire au moment de la perception de la différence des sexes, par curiosité, n'aura pas le même impact psychique chez la victime qu'une domination qui va s'instaurer dans la famille. Son petit frère. Voilà. Ou un enfant de 4 ans, un enfant de 8 ans. Voilà. Cette question est envisagée aussi de manière juridique. Se poser la question aussi de la création d'un fonds d'indemnisation pour ces victimes. Mais la question était aussi à qui on donne l'argent. Est-ce qu'on donne l'argent aux parents qui ont pris en charge déjà très mal voilà les questions qu'il nous avait soulevées. Et je crois que pour revenir sur la question du crime, c'est la question du symbolique. Oui. La question du symbolique, de l'attaque du symbolique au niveau de l'atteinte aux lois du langage. Aux lois du langage. Irène Théry a fait un joli texte qu'elle m'a envoyé sur l'inceste comme atteinte au langage. Je vous lis juste un tout petit passage que je trouve très beau. Celui qui commet l'inceste porte toujours atteinte à la fois à autrui et au langage. Il ne porte pas seulement atteinte au corps de cette personne, ni même à son moi, il porte atteinte à sa vie d'humain, voilà, à son inscription primordiale dans la parenté et à son droit originel de participer du monde humain comme un monde de signification commune. Ça crée du hors-sens. Voilà. Ce qui fait que pour l'enfant, la question de l'inscription dans la filiation de la parenté peut être hors sens, ainsi que la question de la civilité sexuelle. Ça confuse, quoi. Ça confuse, ça hyper... Les enfants ont un corps qui va être hyper excitable. Beaucoup vont avoir des conduites de masturbation, des choses comme ça, qui vont faire majorer le rejet. Je pense à une patiente qui était un peu rejetée parce que les collègues ne supportaient pas son hystérie. Mais cette femme, elle avait été chosifiée et abusée pendant des années par le frère aîné. Voilà. Donc elle répétait son fantasme de séduction partout et elle répétait de se faire abuser partout, les commerçants, les commerciaux, tout y passait. Voilà. Financièrement, les deux. Voilà. Oui. Mettre les pieds dans le plat parce que moi j'ai été amenée à un moment donné à gérer une situation qui pouvait faire cas d'école. On avait affaire à 2 jumelles
sauf qu'il y en avait une qui était reconnue dans la famille comme étant la petite sœur, et l'autre qui a été complètement chosifiée à la fois par le père et par le fils aîné. Et donc à un moment donné, cette deuxième enfant, mes jumelles de l'autre, il y en avait une, on n'y touchait pas, l'autre par contre était complètement devenu un objet de fantasme, un objet sexuel, mais des deux. Il y avait deux prédateurs dans la famille. Et cet enfant n'était que douleur, donc elle a fini par parler en milieu scolaire. Et là, il a fallu faire un signalement. Le problème, c'est que après, dès que le père, le fils, et je dirais la parenté était informée, le réflexe c'était de déménager, de changer donc les enfants d'établissement et de faire perdre le fil justement à tout ce qui était suivi juridique ou aux policiers. Voilà. Et donc, ça devenait une espèce de course-poursuite, quoi. Sachant qu'il y avait une enfant qui était tourmentée, qui était abusée, et qui devenait une victime à protéger, à la fois par la société, par le système, par tout, et puis qu'il y avait aussi deux prédateurs potentiels sur d'autres types de sujets, parce que quand on en est à chosifier quelqu'un de sa propre famille comme ça veut dire aussi qu'on peut facilement dévier aussi sur d'autres personnes, sur d'autres petites filles. Juste un commentaire. Je ne discutais pas du tout le fait que c'était un crime. Je discutais l'écart qu'il y a entre le sentiment de cette discussion sur le crime, sur le fait qu'un enfant, s'il va dénoncer ses parents, ou son frère, ou sa sœur, ou qui vous voulez, il sait très bien que pour lui, c'est un crime, puisque ça va absolument faire exploser la famille d'une manière ou d'une autre. Mais il y a un écart qui est quand même important, peut-être pas ici, mais à discuter. Parce que quand vous parliez d'attouchement tout à l'heure, du devenir de certains statuts d'attouchement ou des relations, là on est sur un terrain qui est quand même très très compliqué. Parce que quel enfant n'a pas connu d'attouchement dans son enfance? Ce serait déjà bizarre. Et donc il y a quand même un problème de la nature, de l'investissement et de la forme que ça prend en ce moment. Et puis surtout, je rajoute quelque chose, c'est que je trouve que c'est très intéressant de parler de l'inceste fraternel parce que ça change des choses, mais pas grand-chose dans l'ensemble du problème de l'inceste. C'est-à-dire que, sauf sa méconnaissance. Mais je voulais vous dire simplement un truc, c'est qu'il est sorti des choses ces dernières années, des pièces de théâtre, des choses comme ça. Nous, on en a vu une qui s'appelait Bougeloul, qui est une pièce qui a été faite par les Marocains pour montrer que c'était systématique au Maroc. C'était systématique. C'est que les filles, les garçons étaient survalorisés, alors donc c'était des incestes, frères aînés, filles cadettes. Mais que génération et génération, dans énormément de familles, c'est un problème quasi systématique, qui était volontairement ignoré, mais qui pose des problèmes assez considérables. Je ne suis pas raciste envers le Maroc, c'est la pièce que je disais, pour moi. Et je trouve que c'est considérable, parce qu'on tombe sur des situations qui sont aussi des situations, de la façon dont sont investis les garçons et sont investis les filles, parce que c'est quand même rare de voir un inceste dans le sens inverse. Excusez-moi, mais on en voit de temps en temps, mais des jeunes garçons incestés par leur sœur ou des trucs comme ça, c'est quand même plus rare. C'est vrai. Ça arrive, ça arrive, c'est tout rare. J'en ai pas eu, non. Moi j'ai eu des garçons incestés par le frère. Ah oui, vous avez eu, oui, d'accord. Il y a un anglais, il y avait un anglais qui faisait quelque chose dans le temps, j'ai oublié son nom, mais sa spécialité c'était de faire des psychanalyses de gens totalement traumatisés. Et il les prenait 5 fois par semaine. C'était une époque où la psychanalyse avait ça. Sa particularité, c'est pas une question d'argent,
Son livre s'appelle Meurtre d'âme, Soul Murder. Ah, vous voyez, le meurtre psychique. Leonard Shelton. D'accord. Je viens d'acheter. Ah oui? D'accord. C'est moi qui l'ai traduit. Oui. Bien. Mais il est difficile à trouver. Hein. Ben, bien sûr, il est très bien. Je l'ai trouvé sur C'est Calvin Levy. Ouais. Et alors? C'est écrit avec un S. S-H. Shelton, Leonard Shelton. Et il y a un cas, je vous raconte ça parce qu'il y a un cas très étrange. C'est un enfant, c'est pour vous dire que c'est compliqué, ça n'enlève pas la polémique des discussions, mais c'est un enfant qui est élevé par sa mère en fille. Il est élevé en fille de la naissance jusqu'à son adolescence. Et à l'adolescence, il se trouve que la promiscuité des douches, la nudité fait que il y a un désir sexuel impressionnant entre les deux partenaires qui sont théoriquement du même sexe, fantasmatiquement, la mère et la fille. Et cette psychanalyse est très intéressante parce qu'elle dit que, c'est paradoxal, mais c'est pour dire que c'est compliqué, elle dit que le mouvement incestueux qui est arrivé et qui a été agi dans cette famille a sauvé ce garçon. Parce qu'il a compris qu'il n'était pas une fille et qu'il était protégé par sa mère de l'inceste en étant élevé en fille. Il a positivé. Ça vous paraît tendu, mais c'est pas si tendu. Je vous assure. Les jeux identificatoires, c'est quand même compliqué. Il y a un cas comme ça, je crois, aussi évoqué par... Je crois qu'il y a un cas aussi évoqué dans le livre, mais je ne sais plus si c'est repris de Rosa Jaïtin, Oui. sur le cas justement d'un inceste entre frères et sœurs qui est évité, enfin entre guillemets, parce que le garçon fait le choix de l'homosexualité. Je ne sais pas si ça vous parle. Ah oui. Bon, ça me fait associer à ce cas-là. Rosa Jaïtin, oui, dans son livre, elle a beaucoup travaillé sur des enfants placés en institution. Hein, voilà. C'est un excellent travail aussi. Quant à l'enfant chosifié dans la famille, il peut y avoir des filicides inconscients, hein, c'est-à-dire un désir de meurtre d'un enfant, et un enfant peut être sacrifié. Non, moi je pensais que c'était important aussi d'évoquer le fait que pour les travailleurs sociaux qui sont dans ce genre de famille, c'est souvent très compliqué de prendre une position, de savoir qui est l'enfant qui va être retiré de la famille et comment le protéger. Est-ce que c'est l'enfant abuseur ou est-ce que c'est l'enfant victime qui va être retiré de la famille et qu'est-ce que ça implique pour la suite des situations. Et moi j'ai été pendant longtemps médecin d'adolescents dans un service hospitalier et c'était des situations qu'on rencontrait assez fréquemment avec le fait qu'il y avait une grande difficulté à trouver des mesures de protection suffisantes. C'est-à-dire que le retour en famille, par exemple, de l'enfant abuseur, même des années après, même dans des temps très partiels, censé être surveillé entre guillemets de façon très soigneuse, aboutissait à des retours à la situation catastrophique, à l'identique. Hein. Et je voulais aussi dire un tout petit mot d'une situation que j'avais mis très longtemps à comprendre et qui corroborait ce que vous disiez, c'est-à-dire qu'il y a autant d'histoires que de personnes. C'était une jeune fille très très jolie, qui était une jeune fille qui était très inquiète concernant son avenir sexuel et sa vie de femme future, parce qu'elle était diabétique. Et qu'à l'époque, c'était pas forcément, enfin je parle il y a une vingtaine d'années, c'était pas forcément quelque chose d'usuel encore que les femmes diabétiques puissent mener des grossesses normales. Et donc cette jeune femme avait cette jeune fille, elle était mineure quand je l'avais rencontrée, avait commencé un traitement
Et dans son traitement, elle a fini par évoquer un inceste du fait d'un de ses frères. Et au bout de, je pense, à peu près 2 ou 3 ans, elle a fini par raconter avec énormément d'émotion ce qui était le fondement de cet inceste, qui était que ce frère avait été défiguré par des brûlures, et qu'elle trouvait qu'il n'était plus imaginable qu'il trouve un objet d'amour quelque part. Et donc, elle était dans l'idée qu'elle était la seule à pouvoir lui permettre d'être aimée. Là, c'est pris dans du fantasme. Et oui, de sauver le frère, oui. Oui. Mais oui. Je veux dire, c'était ce qui la mobilisait, elle. Et oui. Hein. De ce qui J'avais une question sur le monsieur, je pense qu'il a balayé comme ça, mais c'est la vérité d'avoir ouvert la boîte de Pandore, quel enfant n'a pas été touché, un truc un peu comme ça. C'est-à-dire, j'ai travaillé avec des enfants, et voilà, je suis parent aussi moi-même, c'est-à-dire que effectivement, au risque de passer d'une banalisation de c'est des jeux d'enfants, ils découvrent leur corps, et après ce truc-là de merde, on passe à côté de quelque chose. Oui. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ça. Alors sans être dans une projection de nos propres fantasmes, aussi des fois qui viendrait de dévoyer la scène qui se propose à nos yeux en tout cas. Mais il y a cette question-là quand même, c'est-à-dire entre le permissif et quelque chose de l'ordre de surtout pas, quelque chose de très rigide, de ce qui pourrait se passer entre les enfants, avoir toujours l'œil sur. C'est ça qui me questionne. Et on peut aller dans votre sens sur un point précis. Par exemple, je prends un exemple banal. Les toilettes de l'école. L'endroit, un certain nombre d'endroits, je crois que ça a changé un peu. Enfin, dans les générations précédentes, il était interdit de fermer les toilettes dans les écoles. Et le nombre de conflits qui faisaient que des enfants n'allaient jamais aux toilettes à l'école était considérable. Et oui. Ce que vous dites, ça existe, mais à tous les niveaux sur le plan social. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a là quelque chose qui est vécu quasiment comme un viol, quand d'autres fois, entre les enfants, c'est un jeu. On joue au docteur, au papa et à la maman. Il faut faire très attention. Là, il y a des questions à se poser qui sont considérables. Oui, je reprends ce que disait Dorothy Ducy, que l'ordre social pouvait être complice dans ce déni. Voilà. Et je réponds à monsieur, je crois que l'important et ce qui met la limite, c'est la parole. Dans la famille, de poser des interdits par la parole. Ta sœur, elle n'est pas pour toi, elle sera pour le mari qu'elle choisira, ta mère n'est pas pour toi. Et Dolto insistait beaucoup. Elle disait, cela soulage très vite les enfants. Je voulais juste rebondir sur ce que disait la madame sur comment on traite un peu la situation sur le moment et comment les enfants, quel enfant est versé? Est-ce que c'est l'agresseur ou l'enfant abusé? Et je trouve que ça donne une indication de suite de comment les parents se positionnent à la révélation. Voilà. Et il y a les situations où c'est effectivement l'enfant qui parle, qui va être placé avec tout le rejet que ça va provoquer. Toute la haine. Faut mettre le mot. Et les enfants, au contraire, où les parents, pour eux, c'est une telle horreur, qu'effectivement, ils ont protégé l'enfant qui parle et ils ont besoin de... C'est l'enfant abuseur qui va être, à ce moment-là, ils vont trouver des solutions pour l'enfant abuseur, que ce soit dans la famille ou dans un placement. Et je trouve que déjà, dès le départ, ça donne une indication aussi. Oui, les réactions ou le silence qu'il peut y avoir autour des révélations. Et ça amène aussi ce que vous évoquez tout à l'heure sur comment réagissent aussi les personnes qui recueillent la parole de l'enfant. Et cette difficulté qu'on a à entendre l'impensable et qui peut effectivement, on voit ces stratégies de déménagement, de changement de lieu, que ça vient empêcher
quelque part un accompagnement. Oui, puisque la parentalité n'était plus assumée par le père, qui était aussi prédateur que son fils aîné, quoi. Donc là, il y avait une complicité, je dirais, entre guillemets, criminelle au sein même de la famille, avec une mère qui avait eu le tort de mettre au monde des jumelles, dont une avait été apparemment sacrifiée sur l'autel de patriarcat, je sais pas. Cela ouvre toute la dimension de la haine et de la violence intrafamiliale. Ce sont des jeux de chambre d'enfants, ça peut être l'instrument de la haine et du rejet, ce qui est dans le film, au moment où l'adolescente arrive à dire la mère le refuse violemment en disant qu'elle a joué qu'à touche pipi, ça, elle ne veut pas l'entendre, il est hors de question qu'elle fasse enfermer son fils. Enfin, c'est, Je m'excuse oui. d'insister sur ce jeu, parce que vous dites, c'est vrai, vous dites en parler, vous dites qu'il y a là quelque chose qui peut prendre une forme ou une autre. Mais pour vous donner un exemple, entre les psychanalystes d'enfants et les psychanalystes d'adultes, il y a eu un conflit majeur quant à la sexualité. Il y a eu un conflit majeur, puisqu'il y a des gens qui ont écrit que la sexualité infantile de l'enfant qui était dit comme pervers polymorphe, c'était comme la phrase de Freud et la phrase de Freud. Certains, comme Villedeché, ont montré qu'il y avait une différence entre la sensualité des enfants et la sexualité agie qui chosifie les gens. Tout à fait. Et que la différence qu'il y a entre les deux est quand même considérable. Il y a des fois où c'est chosifié comme un objet sexuel et il y a des fois où c'est une véritable sensualité qui s'exprime. Et donc, dans le terme de perversité polymorphe de l'enfant, ce n'est pas un terme négatif. C'est pas l'enfant est absolument pervers, il faut le corriger. C'est que les possibilités de sensualité d'un enfant sont nombreuses, mais ça ne rentre pas dans un jeu directement sexuel. Et que quand, je crois, Ferenczi a écrit la confusion des langues entre les enfants et les adultes, on peut dire ce qu'on veut, mais c'était remarquable quand même sur le plan de l'article, c'était de montrer que les enfants parlent sensualité, à ce moment-là, l'autre, l'aîné ou l'adulte, parle sexualité. Et oui. Et que c'est ça qui chosifie l'enfant. Détourne, oui. C'est la différence entre les deux. C'est ça qui est considérable. C'est pas... L'enfant qui devient marionnette d'un autre. Voilà. Voilà, la chose est la marionnette. C'était l'idée de la situation clinique que j'évoquais tout à l'heure. D'accord. Avec le jeune. Il y a d'autres questions? Oui. Quelle est l'évolution de la justice et des comptes rendus, votre procès, dans ces dénonciations d'inceste fraternel? Je dirais que c'est un petit peu plus pris en considération aujourd'hui. Depuis combien de temps? Il n'y a pas très longtemps, de 2016, moins de 10 ans. Moi qui travaille dans un service d'AMO, judiciaire, je dirais que ça fait à peu près... on a commencé, nous, à se former. Oui, oui. Dans les années 2000 à peu près. Ah d'accord, ah c'est bien alors. Ça me rassure. On a commencé, D'accord. c'était à se former. Et c'était compliqué parce qu'avec le recul, je me dis que bon, ça fait exploser les familles. Voilà, l'enfant c'est le coupable. La responsabilité des parents, elle n'est pas toujours, je veux dire, questionnée. Et c'est pareil pour l'enfant. Et je trouve qu'elle n'a pas toujours été mise à sa juste place. Ce qui fait que c'est l'enfant abuseur qui a été stigmatisé. Et quand même, moi, la question, c'est comment ça se fait qu'on en est arrivé là? Comment, dans une famille, on en arrive là? Et alors qu'on est un enfant, qu'on se construit, que dans cette construction, bon, alors vous en avez parlé sur la perverse, les parents pervers, mais en même temps, ça n'est jamais vraiment. Alors nous, quand on travaillait, oui, on avait ces questions, on disait, bah, la mère, elle n'a rien vu, bon, elle n'a rien vu, elle n'a rien vu, on peut ne pas voir. Ah oui, elle n'a pas voulu voir. voir. C'est une question, quand même. Ouais. Mais je trouve que c'est un système. Et alors je me disais, par rapport à la question, comment effectivement on n'en parle pas? Enfin, l'inceste fraternel, c'est quelque chose. Je me disais que la famille, c'est sacré. Vous voulez que je vous dise? On ne peut pas toucher à la famille. Oui, mais c'est pour... Donc,
on préfère virer un enfant que toucher... parce que c'est une famille qui devrait être accompagnée. Et oui, et soignée. On voit bien que c'est un système. Et dans ce système, bon, ben, il y a une victime et un coupable. Il y a une victime enfant et un coupable enfant. Mais, alors, je dis ça, c'est pas un jugement, moi je suis pas juge. Mais voilà, c'est la question de la place. La question de la place dans une famille et de la place psychique aussi, évidemment. Oui, mais d'où l'intérêt de circulation de parole de ce travail, du film. Hein, allez voir le film. Hein, oui. Mais surtout, c'est ce que vous dites, parce que vous ne trouvez pas qu'un des problèmes, c'est que la rareté, c'est qu'on n'arrive pas à remettre tous les protagonistes ensemble. Je sais pas. Les psys, les gens, et oui. Que tout le monde puisse parler ensemble. Je sais pas, ça se faisait pas trop. Alors de ce côté-là, il y a la... Je ne sais pas si vous connaissez la Civise. Moi j'ai connu ça il n'y a pas très longtemps. Elle a été créée en mars 21, juste après le Covid. Hein, la on protégeait l'enfant, C'était la police. De toute façon, c'est juste des enfants. Hein. Oui. Donc ils protègent l'enfant, la famille. Bon, ben... Par rapport à la Civise, qui a relancé de nouveau une circulaire avec des nouvelles... ce qui est dit, en tout cas ce qui ressort par rapport à ce que vous évoquez, c'est de maintenir la dynamique et l'élan enclenché pour lutter collectivement contre les violences sexuelles. C'était votre question, comment on en fait une question collective. Et oui. Poursuivre et améliorer l'approche globale des violences sexuelles faites aux enfants, au sens aussi de la formation des professionnels et des intervenants, et ne pas relâcher la vigilance collective sur cette question. Et il y a cette idée, je ne sais pas quoi en penser, de la pérennisation d'un point écoute unique pour les victimes de violences sexuelles pendant leur minorité. Donc ça, c'est ce qui a été proposé dernièrement par la Civise. Alors peut-être pour terminer, pour conclure, on peut voir la question justement de ce que la psychanalyse peut apporter par rapport à cette question de l'inceste fraternel, en quoi elle vient aussi se réinventer par rapport à cette question-là, et en quoi, entre guillemets, c'est une chance pour repenser les théories et les discussions autour de la psychanalyse. Oui. La psychanalyse montre l'impact des dégâts psychiques et apporte des éléments sur la question de la structuration et donc des conséquences. Le penser aujourd'hui pour ouvrir et réinventer, c'est important. Ça ouvre donc sur cette question de la rivalité fraternelle. Beaucoup d'institutions de psychanalyse fonctionnent sur des liens de transfert aussi fraternels et rivaux, sacrément rivaux. Je crois qu'il faut différencier la question des lieux de pouvoir, des lieux d'autorité, qui sont très troubles dans le film. Claude Lefort disait que le lieu du pouvoir doit rester vide, pour ne pas créer des États voyous où certains s'approprient l'autorité, ce qui ne manque pas dans le monde entier. Voilà. Dans les institutions de psychanalyse, et peut-être pour faire lien avec mon premier livre, l'idée m'est venue, on prenait un café là avant de venir. J'avais travaillé sur les histoires de femmes analystes qui avaient été abusées dans leur parcours. Sabina Spielrein, par exemple, qui avait été abusée par Jung. Et je me disais que dans les institutions, cet abus sur des collègues femmes analystes, est-ce que ça ne rentrerait pas aussi de ce type d'inceste fraternel? Voilà, c'est la question que cela m'ouvre aujourd'hui et que je n'avais pas vue à l'époque. Voilà. Voilà. Merci. Merci.